ce forum-là, on l'a organisé pour ça, c'est pour vraiment échanger entre nos Maliens et essayer de voir les voies et moyens pour aider la diaspora malienne, donc comment les aider à s'investir dans l'agriculture, parce qu'on en parle beaucoup, les gens sont intéressés par l'agriculture, mais bon, il y a des difficultés qui sont là. On va en parler entre nous, on va relever tous les conseils que vous avez donnés, toutes les expertises que vous avez eu à dévoiler. On a vraiment besoin de tout le monde, on est au début de l'association, donc le forum est fait pour ça aujourd'hui, donc pour faire des recommandations et on tiendra compte de tout ce que vraiment vous allez nous donner comme conseil. Et je profite aussi de l'occasion pour dire à mademoiselle Diakité, oui, qui est de comment on appelle agro-business woman, donc que vraiment nous serons très ravis d'avoir son aide pour nous aider dans cette tâche-là qui nous incombe à tous et à tous ceux qui sont là. Donc je vous remercie tous. Donc on va continuer, à échanger entre nous quand les autres vont intervenir. Bon, il y a certaines questions, moi je ne réponds pas aux questions, je ne suis pas intervenant, mais concernant l'adhésion, l'association est ouverte à tous, vraiment sans exception. Donc l'adhésion peut être faite en tant que personne morale ou personne physique. Les associations peuvent adhérer en tant qu'association ou bien en tant qu'individu, donc c'est ouvert vraiment à tous, donc et il n'y a pas de difficulté à ce niveau. On a même des fiches d'adhésion au niveau du trésorier, ou bien je pense que j'en ai mis devant la porte, sinon ceux qui veulent adhérer, donc la fiche est là et peuvent le remplir. Donc l'association vraiment est ouverte à vous tous et vous serez les bienvenus pour nous aider à développer et à satisfaire aux Maliens. Donc le problème de la conservation a été cité. C'est vrai que c'est un problème récurrent parce que la conservation, c'est-à-dire il y a ce problème-là qui est là après la récolte, c'est-à-dire les pertes post-récolte sont vraiment énormes. Ça peut aller jusqu'à 40% selon les cultures. Bon, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'équipement de stockage. Cela pousse des fois les agriculteurs, parlons par exemple des céréaliers, des agriculteurs, dès qu'ils récoltent là, ils ont tendance à brader tout de suite leur culture, parce qu'il n'y a pas d'équipement de stockage. Et ce sont les grands commerçants, ou bien ceux qui ont les moyens d'acheter cette culture-là, qui profitent de la plus-value. Parce qu'ils ont cette possibilité de stocker cette production-là et de la revendre après, quand les prix, atteignent un certain niveau. Donc c'est vraiment un problème qu'il faut essayer de soulever. Cela peut vraiment aider les producteurs et ça peut aussi encourager, parce qu'on sait tous qu'au Mali en ce moment l'agriculture a été abandonnée parce que les gens ne peuvent plus en vivre, ils ne tirent pas profit. Tant qu'on ne tire pas profit d'une activité, donc c'est pas, les gens ne vont pas pratiquer. Donc pour que les gens reviennent vers cette agriculture-là, il faut vraiment créer les conditions pour que les gens, aient un prix rémunérateur. Et pour que le prix soit rémunérateur, il faut que l'État intervienne. On a eu le cas dans des pays comme le Malawi, donc qui était un pays vraiment qui avait trop de soucis, qui était exportateur. D'un moment à l'autre, il est devenu, qui était importateur et devenu exportateur. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce que l'État a mis en place une politique agricole digne de ce nom. Ils ont non seulement aidé les paysans en les aidant à avoir les intrants, c'est-à-dire les produits phytosanitaires, les engrais qu'on sont là pour booster la production, pour augmenter la production, mais aussi ils ont garanti à ces paysans un prix rémunérateur. C'est-à-dire les paysans savent que quand je produis,
l'État va acheter ma production. Donc, ils ont quelque chose à retour. Du coup, ça encourage beaucoup de paysans à s'y investir. Donc, il y a beaucoup de conditions qui sont là. Bon, je pense qu'après ce forum-là, on aura à formuler beaucoup de recommandations. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural devrait être là. Bon, comme il a cité, il n'a pas pu être, mais ils ont dit qu'ils seront vraiment à l'écoute de nos revendications. Et comme on appelle la représentante du consulat général est là, donc elle a relevé tout ce qu'il faut. Donc on va essayer tant que peu donc, de remonter tout ce qu'il y a pour qu'il y ait facilitation. C'est vrai que ce n'est pas facile, donc au Mali, Moussa a cité beaucoup de cas. C'est-à-dire, c'est comme ça, les Maliens, les autorités, ils facilitent trop. Quand ils sont devant toi, ils se disent, bon, c'est très... ne vous en faites pas, nous ferons tout pour vous aider. Mais après, ce qu'il y a derrière maintenant, donc c'est ce qui est. Mais nous, on va les mettre devant les faits accomplis. Il y a des gens qui ont cité le problème d'accès aux terres, tout. L'INAGRIM, nous, on est en train d'initier un projet là, c'est-à-dire essayer de demander des terres au niveau de l'Office du Niger. Et maintenant, pour mettre à la disposition, bien sûr, des gens, des potentiels, comment on appelle, des gens qui veulent vraiment s'investir, parce que Moussa a cité, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on commence à entreprendre. Donc, c'est une idée c'est-à-dire qui est mûrement réfléchi, qu'on prend étape par étape, qu'on développe. Donc, tous ceux qui ont vraiment ce projet d'agriculture, nous, on va les faire, on va demander. Donc, c'est à eux de donner une réponse. On a déjà des contacts avec l'Office du Niger. Le PDG de l'Office du Niger, quand il était venu, on l'a amené dans les foyers, il a parlé avec les gens. Mais bon, c'est vrai qu'il y a ces soucis. Au niveau de l'Office du Niger, c'est quoi? C'est-à-dire c'est un problème il y a un problème d'argent qui est là. Parce que si on ne trouve pas de terres aménagées, l'aménagement, ça coûte trop cher. Et c'est-à-dire ce sont les grosses entreprises qui peuvent faire face à ça, parce que vous imaginez, pour 1 hectare, il faut dans les 4 millions de francs CFA, donc c'est pas facile. Donc nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est-à-dire c'est faire une demande comme ça. Donc si on nous octroie cette demande-là, donc ça va faciliter aussi. Donc, mais on travaillera vraiment avec toutes les associations, y compris avec le groupe des entrepreneurs qui a des, comme on appelle, compétences en entreprise, donc avec tous les Maliens qui voudront vraiment nous aider. Je vous remercie. Oui, quelques éléments de réponse. Je réagirai tout de suite, ce n'était pas une question qui m'était adressée, sur la question de l'importance de l'État. Je crois qu'effectivement, vous avez raison, il ne peut pas y avoir de développement d'agriculture, vu ce qu'est ce secteur, vu ce qu'il est actuellement au Mali, il ne peut pas y avoir de développement sérieux de l'agriculture au sens où on l'entend ici, sans effectivement la constitution d'un État fort. Quand je dis fort, ça ne veut pas dire dictatorial, etc. Au contraire, démocratique. Historiquement, il n'y a jamais eu de développement de l'agriculture sans État, que ce soit l'État colonial ou que ce soit l'État impérial, etc. Je passe. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est sur l'irrigation. Vous m'avez interrogé sur l'irrigation. Le seul a priori que j'ai en matière de gestion et de valorisation des ressources locales, a fortiori sur l'eau, c'est une gestion autant que possible collective, même si l'usage est individuel, et durable de la ressource. J'ai affronté ce problème avec les paysans tunisiens avec lesquels je travaille dans la région de Gafsa actuellement. Il y a une nappe qui sont mises à exploiter de façon individuelle, et on va se retrouver comme ils se retrouvent dans beaucoup de paysans à la région au-dessus, dont vous avez peut-être entendu parler, où il y a eu le début de la révolution en Tunisie, le nom m'échappe, où il y a une très grande nappe qui est surexploitée, où chaque année, il y a des paysans qui sont obligés d'arrêter de pomper parce que la nappe a baissé et que leur puits n'est plus pertinent. Donc, c'est une question difficile, la gestion collective et durable de l'eau, mais c'est par rapport à ça qu'il faut réfléchir. Je n'ai pas d'éléments plus précis à donner ici. J'ai beaucoup travaillé sur l'hydraulique en Tunisie, mais je n'ai pas d'éléments plus précis. Sauf à dire qu'effectivement, selon les cas, je rejoins tout à fait M. Roux, il ne faut pas pomper dans les nappes anciennes. Sinon, on sale, on bousille le potentiel, etc. Et on bousille les sols. Y compris quand je dis gestion durable, c'est effectivement ne pas saliniser les sols. Donc, si l'eau est salée, on fait en sorte qu'elle ne dégrade pas les sols. Voilà un petit peu, c'est pas très précis.
et adapter des techniques culturelles pour économiser l'eau, effectivement. Le goutte à goutte, donc le paillage, etc. Maintenant, y compris en France, on commence à être économe de l'eau parce qu'on se rend compte que ça coûte cher, que c'est important que ça. Sur le troisième point que je voulais évoquer, sur l'agriculture familiale, il y a plusieurs questions qui m'ont été posées et je voulais réagir sur ce qu'a dit notre ami du Sénégal tout à l'heure. C'est très bien qu'on soutienne l'agriculture familiale, mais je n'ai pas eu le temps de le développer, je l'ai évoqué dans mon exposé. L'agriculture familiale, c'est pas comme... tout n'est pas bon nécessairement dans l'agriculture familiale. Effectivement, il faut défendre l'agriculture familiale et pas l'agriculture industrielle. Mais au sein de l'agriculture familiale, c'est ce que j'ai essayé de dire trop rapidement ce matin, il faut veiller à ce que le développement de cette agriculture familiale se fasse, là aussi, de façon adéquate, c'est-à-dire que le développement des uns ne soit pas l'accélération du déclin des autres. On a connu en Europe où le développement de beaucoup d'exploitations s'est fait au détriment de beaucoup d'autres. C'est ce que évoquait M. Roux également à travers l'emploi. J'insiste sur la question de l'emploi parce que pour moi, depuis que j'ai découvert un certain nombre de résultats sur les questions de l'emploi et de l'avenir des jeunes dans les zones subsahariennes, je ne dis pas que ça m'empêche de dormir, mais vraiment en tant qu'agroéconomiste du développement, ça m'angoisse. Et je trouve que c'est une question pas suffisamment prise en compte. Dernier, toujours sur l'agriculture familiale, sur les relations entre agriculture familiale et agrobusiness. De même que je dis que l'agriculture familiale, il faut ne pas considérer que tout est bon dans l'agriculture familiale et qu'il y a des forces contraires. De même, il ne peut pas y avoir développement de l'agriculture familiale si on ne surveille pas, comme le lait sur le feu, l'agrobusiness, qui est effectivement un facteur de destruction de l'agriculture familiale par la concurrence, par des techniques, etc. Donc, les rapports, pour moi, entre agriculture familiale et agrobusiness ne sont pas bonnes. Et il faut, si on veut vraiment défendre l'agriculture familiale, contrôler les différentes formes d'agribusiness, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer des investissements en lien avec l'agriculture familiale. Mais quand on parle d'agrobusiness, en général, on parle plutôt des grosses entreprises, etc. Dernier point, puis je m'en arrêterai là, sur... simplement, pour dire, puisque c'est le dernier moment où j'ai la parole, dire que j'ai pris un grand plaisir, un grand intérêt à vous écouter tous. J'espère que je ne vous ai pas trop bassiné avec mon intervention et mes réponses. Merci à tous. Je voulais juste intervenir pour quelque peu apporter de l'eau au moulin de M. Bisson en ce qui concerne, mais aussi de M. Camara en ce qui concerne le rôle de l'État. Je mentionnais effectivement dans mon intervention que autant les organisations de producteurs ont un rôle à jouer dans le développement agricole du Mali, autant l'INAGRIM a un rôle à jouer pour, on va dire, redynamiser l'agriculture malienne. Autant donc l'État malien en tant que tel aussi a un très grand rôle à jouer, j'allais dire même un rôle central, étant donné que l'histoire a démontré qu'il n'y a aucun pays qui a développé son secteur agricole sans intervention de l'État. Vous prenez les exemples des pays européens, c'est avec la PAC notamment qu'ils ont pu développer leur agriculture. Si on va plus loin, et même dans l'histoire de l'agriculture française, la France, qui est aussi aujourd'hui une des premières puissances agricoles, a connu aussi des famines comme le Mali. Au XVIIe siècle, il y a eu plus de 2 famines, 2 années, 2 siècles, pendant un siècle où il y a eu beaucoup de famines en France. Mais aujourd'hui, la question de la sécurité alimentaire n'est plus à l'ordre du jour en France, si ce n'est que la question de on va dire, de la sûreté alimentaire. Et donc c'est pour vous dire que l'État et enfin les autorités gouvernementales, aussi bien au Mali que dans les autres pays africains, ont un grand rôle à jouer. Et la preuve est qu'ils se sont tous engagés, pour revenir un peu à mon intervention, ils se sont tous engagés à travers ce fameux accord de Maputo à investir un pourcentage du budget national dans le développement agricole. Pour finir sur cette question, le général de Gaulle disait il y a déjà un certain temps qu'il n'y a pas de pays sans paysans, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas développé votre agriculture, ce pays même, donc l'existence de ce pays même peut
le pays peut avoir des problèmes à exister s'il ne développe pas son agriculture et notamment renforcer la capacité de production de ces paysans, de ces petits paysans. Cela dit, je reviendrai aussi un peu sur la question de l'irrigation, quant à savoir s'il faut utiliser l'eau souterraine ou l'eau de surface. Et vous savez que le président Comé l'a mentionné dans son introduction que l'agriculture malienne a un caractère qui consiste à être une agriculture extrêmement pluviale, donc basée sur les 3 mois de saison pluvieuse. Par contre, les 9 mois, donc pratiquement les paysans maliens sont oisifs pendant les 9 mois tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à faire l'agriculture irriguée. Donc, un des rôles ou une des fonctions de l'irrigation, c'est de pouvoir justement mobiliser ce potentiel agricole malien à travers des investissements dans les systèmes de culture irriguée irrigables. Et quand je parle du système de culture irriguée, je ne parle pas de l'irrigation du style israélien que quelqu'un avait mentionné ou du style coréen, mais plutôt la petite irrigation familiale qui peut être basée au-delà des pratiques agricoles, d'irrigation en tant que telle, sur des pratiques agricoles basées sur l'agroécologie, notamment à travers des pratiques de restauration du sol et de récupération de l'eau. Et même la collecte des pluies peut être utilisée pour faire de l'irrigation, ne serait-ce qu'autour des cases ou même au sein de la cour familiale. Une autre approche aujourd'hui de plus en plus utilisée, et notamment dans les camps des réfugiés, c'est celui à faire de l'agriculture en sac, qui consiste à produire des légumes dans des petits sacs dans la cour qu'on arrose avec des petits bidons d'eau et qui arrive quand même à fournir à la famille des produits alimentaires frais et assez nutritifs, notamment les légumes et autres. Et puis, voilà, mon dernier point se portera sur l'autosuffisance alimentaire qu'avait mentionné M. Issoufou. Je suis d'accord avec vous que malgré, c'est un peu dommage, paradoxal que malgré tout le potentiel agricole du Mali, qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, que le pays n'arrive pas à s'autosuffire sur le plan alimentaire. Donc, d'où le rôle, effectivement, des institutions, des réseaux tels que l'INAGRIM, à vouloir faire un travail de lobby envers le gouvernement malien, afin que, donc, il y ait un investissement assez consistant pour le développement agricole du Mali. Et j'ai déjà mentionné dans mon intervention qu'un des rôles de l'INAGRIM sera de pouvoir canaliser aussi cette manne de la diaspora vers des investissements agricoles à petit niveau, au niveau local, au niveau des villages, mais aussi au niveau des communautés villageoises. Donc, pour finir, je vous remercie aussi de m'avoir accordé cette tribune pour pouvoir partager donc, mon point de vue avec vous. Et puis, je serai toujours à vos côtés pour un temps soit peu aider à faire avancer la cause de l'INAGRIM et de façon générale de l'agriculture au Mali. Je vous remercie. Avec l'autorisation du président, je rajoute un petit mot parce qu'on m'a posé une question par rapport à l'expérience du Sénégal à laquelle je n'ai pas répondu. Oui, il faut, et je pense que la CEDEAO, les organisations paysannes du ROPA, les organisations nationales, etc., le CNCR au Sénégal et ailleurs, sont en mesure d'arriver à faire avancer une proposition qui pourrait tourner autour de 3 choses. Les prélèvements variables, c'est-à-dire ajuster des prélèvements de douane, des droits de douane au fur et à mesure quand les prix sont vraiment trop bas, en lien évidemment avec le pouvoir d'achat des consommateurs et les pouvoirs de l'État. Développer également, prendre des mesures, ce qu'on appelle des sauvegardes, des mesures de sauvegarde spéciales de sauvegarde pour protéger des produits, des périodes, etc. C'est ce que fait un peu le Sénégal avec les oignons. Et puis, troisièmement, construire un tarif extérieur commun qui soit effectivement plus satisfaisant. Je pense que l'Afrique de l'Ouest, avec le CEDEAO, ses organisations paysannes, ses mouvements paysans et autres, pourrait faire avancer ces éléments vers la souveraineté alimentaire davantage au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Juste un mot pour terminer. Quand je suis allé à Bamako en 2006, j'étais très impressionné par tout un travail d'association de femmes
qui articulait l'activité économique, fabriquer du savon ou autre chose, et l'activité, je dirais, civique, de formation. Et ça m'avait beaucoup intéressé. J'espère que ce type d'association s'est encore beaucoup développé au Mali. J'ai beaucoup apprécié beaucoup des interventions. Mais il y a confusion. On ne peut pas opposer l'agriculture familiale à l'agro-business. L'agriculture familiale est très intéressante pour permettre à des gens d'améliorer leur quotidien, pour permettre à des gens d'accéder à des choses qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Mais ce ne sera pas ça, soyons clairs. Ce n'est pas ça qui permettra de faire face aux besoins alimentaires de l'ensemble de la population malienne. Ce n'est pas vrai. Ne nous racontons pas d'histoire, même si je semble minoritaire, mais je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas opposer les deux. Ce sont deux chemins à poursuivre. Je disais tout à l'heure à table, en discutant avec Madame la conseillère du consulat, qu'il faut éviter le syndrome TGV. À un moment donné, la SNCF a tout focalisé sur le TGV, oubliant la petite ligne, les petites lignes ont failli crever. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut les deux. Pour faire face à ce que nous appelons les besoins alimentaires du peuple malien, l'agriculture familiale ne suffira pas. Un deuxième truc, une deuxième contre-vérité à laquelle je veux tordre le cou, c'est de considérer que quand on investit dans l'agroalimentaire, on crée du chômage. C'est inexact. C'est inexact. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne veux pas travailler sur le... Je ne veux pas vous faire un cours de macroéconomie, c'est complètement inexact. Le gâteau, on fait comme si le gâteau avait une taille fixe. Et que chaque fois qu'on gratte quelque chose, il y a un autre qui va en manquer. Mais ce n'est pas vrai. Le gâteau, il grossit plus on le travaille. En macroéconomie, c'est ça. Alors, je ne vais pas y insister. Je vais simplement dire que quand on crée de l'agro-industrie, qu'on donne des jobs à des gens, on distribue des revenus. Non seulement à ces individus, aux individus qui vont y travailler, qui étaient peut-être des paysans, ok, il n'y a pas de problème pour moi, qui étaient peut-être des paysans qui vont travailler dans l'agro-industrie, on donne aussi des revenus à l'État. Ces revenus vont circuler, vont être redistribués. Et que les gens qui ont gagné de l'argent grâce à cette agro-industrie vont pouvoir investir, y compris dans l'agriculture familiale. C'est complètement inexact, la réflexion qui consiste à dire que ça génère du chômage. C'est complètement inexact. Je vais plus loin encore. Madame m'a dit, on n'est peut-être pas à 95% de paysans, mais on est à 70-75% très probablement. Et j'accepte ce chiffre. Mais est-ce que c'est un objectif? Est-ce que c'est une finalité pour le Malien de rester à 75% de paysans? C'est complètement idiot. S'il y en a 20% qui sont capables de produire beaucoup plus que les 75% qui travaillent aujourd'hui dans l'agriculture, et que les autres sont capables de les utiliser pour l'agro-industrie et pour d'autres domaines, pourquoi pas? Notre vocation n'est pas de maintenir 75% de paysans. Ben voilà. Donc le problème de la reconversion des paysans actuels dans d'autres activités, à condition qu'il y ait recyclage, le problème il se pose et il est bien réel. Et c'est celui-là, il est bon. Je continue. Des déperditions de finances de la diaspora, nous savons tous très bien, parce que nous avons tous de la famille qui a envoyé régulièrement de l'argent au pays. Vous avez raison tous les deux. On a envoyé tellement d'argent que les gens ont considéré qu'ils n'avaient plus besoin de travailler. Donc ils sont devenus paresseux. C'est la faute des deux. C'est aussi simple que ça. Et en plus, on a envoyé tellement d'argent dans des domaines qui sont complètement improductifs qu'il faut continuer à envoyer de l'argent pour alimenter ce pourquoi on a investi. Ce qui est complètement idiot. On a fait que des centres de coûts. Ça, c'est l'assistanat. Ben, Inagram, je vais finir parce que sinon je vais être trop long. Il y a tellement de choses. Inagrim, je vais m'arrêter parce que sinon je vais être trop long. Il y a tellement de choses à dire. Vous avez un job, j'espère que tous les gens qui sont présents aujourd'hui, contre moi, nous allons nous approcher d'Inagrim pour renforcer cette organisation. J'ai dit au début que c'était un rapport de force. Il faut que vous soyez très fort, très costaud, pour être crédible d'abord. Parce que quand on arrive à 3-4 qu'on se pointe au ministère, je considère qu'ils ont raison de rigoler. Parce que c'est pas ça qui fera l'affaire. Donc il faut que vous soyez très fort pour être crédible. Il faut que vous soyez très fort pour être écouté, sinon vous n'écoutez pas. Il faut que vous soyez très fort pour pouvoir au moins faire passer vos messages, sinon les imposer. Je n'ose pas le mot, sinon les imposer. Et pour ça, il faut que vous regroupiez suffisamment de gens, parce que ça représentera à ce moment-là une force de conviction, une force financière, pour pouvoir peser sur les destinées de l'agriculture. Mais c'est une excellente initiative. Nous n'avons pas toujours suivi, mais ça me souhaite pour bien faire. Et je vous souhaite bon vent. Mais ce qu'a dit madame est très important. Il ne suffit pas de blablater, on adore ça. On
On adore blablater, envisager 50 de sujets, refaire le monde, et puis 2 heures après, il n'en reste plus rien. Merci. Personne n'a pour ambition de rester avec la DABA. Je pense que les gens n'ont pas le choix, ce n'est le choix de personne. Ceci dit, je remercie Inagrim, je remercie tous les experts qui sont là, j'ai beaucoup appris. Et je ne sais pas quels sont les rapports d'Inagrim avec tous les travailleurs immigrés qui sont là, d'abord de la diaspora. Je pense que vous aurez un travail de base à faire qui est de faire foyer par foyer, peut-être rencontrer les représentants des associations de travailleurs, tout simplement pour divulguer vos idées, pour être plus légitime à parler déjà à leur nom. Parce qu'il ne faut pas que vous pensiez qu'on écrive, les Maliens adorent ça aussi, qu'on fasse une lettre ouverte en disant attention, Inagrim